Bonsoir et merci d'être venu au rendez-vous que Camille Berthet et que l'ADA vous a donné pour parler donc du droit animalier et du droit des affaires. Vous verrez tout à l'heure la présidente de notre association qui est Maître Clara Léger-Roustan. Je m'appelle Camille Berthet, je suis doctorante en droit animalier des affaires au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, donc dans le 78. Je réalise mon travail de thèse sous la codirection de Madame Reboul-Maupin et de Monsieur Godon. Je suis également membre fondateur de l'association de protection des animaux par le droit, donc qui s'appelle plus succinctement l'APRAD. Et en parallèle de ça, je suis juriste contentieux dans un groupe bancaire depuis maintenant 4 ans et demi et je dispense également des TD en droit des sociétés à l'UVSQ en parallèle de tout ça. Donc comme vous avez pu le voir sur les invitations, aujourd'hui je vais vous parler de l'animal et du droit des affaires, parce que tout d'abord c'est le sujet de ma thèse et surtout c'est un angle par lequel l'animal est finalement peu étudié. On s'intéresse beaucoup à l'animal sous l'angle du droit pénal et finalement peu à l'animal sous l'angle du droit des affaires. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'animal fait partie de nos sociétés depuis longtemps. On peut même dire que notre société s'est bâtie avec lui. Pour vous resituer un petit peu le contexte, la société française, elle s'est construite pendant très longtemps avec le christianisme, sachant que le christianisme accorde peu de place à l'animal, le christianisme voit plutôt l'animal comme un moyen, là où l'homme serait une fin en soi. Ça a donné lieu à des positions telles que celle de Descartes, donc au XVIIe siècle, avec sa théorie de l'animal-machine. Donc, pour rappel, d'après Descartes, l'homme et l'animal sont tous deux des machines créées par Dieu, qui seraient constituées de rouages complexes. La seule différence, ce serait que l'homme serait doté d'une âme et donc de la capacité à raisonner et à ressentir, contrairement aux animaux. Donc, d'après lui, les cris des bêtes ne serait que la traduction d'un souci mécanique et non pas l'expression d'une douleur ou d'une peur. Comme notre droit s'est construit à partir de ces principes, aujourd'hui, ce dernier permet de très nombreuses formes d'exploitation animale, même si on connaît une évolution récente. Toutes ces formes d'exploitation, elles sont régies par des règles de droit qui vont tenir à la fois au droit animalier et au droit des affaires. Donc pour commencer, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que le droit animalier. Et par droit animalier, on entend l'ensemble des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur portant sur les animaux. Donc c'est une définition qui nous a été donnée dans un ouvrage intitulé Le droit animalier, coécrit par le professeur Jean-Pierre Marguineau, par Florence Burgat et par le professeur Jacques Leroy. Ensuite, on peut également s'interroger sur ce qu'est le droit des affaires. Le droit des affaires recouvre de nombreux domaines juridiques, comme le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté, le droit bancaire, le droit social ou encore le droit fiscal. Pour cette présentation et d'une manière plutôt générale, le droit animalier des affaires va s'appliquer plutôt à l'animal approprié. L'animal approprié peut être un animal domestique ou un animal sauvage qui serait soit apprivoisé ou soit tenu en captivité. Donc, comme je vous le disais, la plupart des formes d'exploitation, elles vont avoir pour objet l'animal approprié. Et le droit des affaires appréhende plutôt l'animal en tant que propriété de l'homme, plutôt qu'en tant qu'être vivant. Pour ce qui est d'une définition de l'animal, je vous renvoie à l'article 515-14 du Code civil que nous connaissons bien et qui dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils restent soumis au régime des biens. Donc on peut voir qu'on a une distinction entre catégorie juridique et régime juridique, parce que par principe, on va appliquer à l'animal le régime juridique des biens, et ce n'est que dans l'hypothèse où une disposition particulière existe que l'animal sera traité différemment, ce qui est peu de fois le cas en droit des affaires. Donc ça, on verra ça dans une première grande partie.
Et ce qu'on peut voir également, ce qu'on étudiera dans une seconde grande partie, c'est que le législateur, la jurisprudence et la pratique tiennent de plus en plus compte des particularités de l'animal et s'adaptent. Donc on va passer, comme je vous le disais, à une première grande partie sur l'animal exploité vu comme un moyen au service de l'homme. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais vous mettre dans le chat les titres pour voir un petit peu la structure. N'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop vite ou si vous voulez que je répète quelque chose, il n'y a aucun souci. Donc, comme je vous le disais, d'abord, on s'intéresse à l'animal exploité vu comme un moyen au service de l'homme. Par animal exploité, il faut entendre donc tout animal qui serait utilisé à des fins de production, de consommation et ou de divertissement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en droit des affaires, il y a très peu de textes qui renvoient expressément à l'animal ou qui vont prévoir un régime différent pour lui. Et pour illustrer ce propos, on va prendre deux exemples, l'exemple du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté. Donc on va voir dans une première sous-partie l'animal et le droit des sûretés. Qu'est-ce qu'une sûreté? C'est un moyen pour le créancier de se prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur. En d'autres termes, c'est un moyen d'être sûr d'obtenir un remboursement de sa créance. Il existe deux types de sûretés, les sûretés réelles qui vont porter sur un bien et les sûretés personnelles qui vont plutôt tenir aux personnes, par exemple comme le cautionnement. Il n'existe dans notre droit aucune restriction au fait d'apporter son animal en garantie. Il existe d'ailleurs certaines sûretés qui sont expressément prévues pour ça. On pense par exemple au varan agricole, qui est une sûreté réelle proche du gage sans dépossession et qui est prévue par le Code rural et de la pêche maritime. Donc on a l'article L342-1 du Code rural qui vient préciser que tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire et vient ensuite une liste. Et le premièrement consiste en les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin. Je vous remets également dans le chat les articles, si jamais vous voulez les retrouver ensuite. Ce qu'on peut voir donc de la définition de l'animal qu'on a évoqué juste avant, l'animal reste soumis au régime des biens. Il faut donc savoir à quel type de bien il peut être assimilé et donc à quel régime il sera soumis pour en déduire son régime en matière de droit des sûretés. L'animal, il ne peut être assimilé qu'à un bien meuble corporel ou à un immeuble par destination. Et pour ça, je vous renvoie à l'article 524 du Code civil. De ce fait, l'animal ne peut donc faire l'objet que d'un gage mobilier ou immobilier, d'une hypothèque ou voir sa propriété retenue à titre de garantie. Et dans ce cas-là, on parle de droit de rétention. Au vu du temps qui nous est alloué, on va se concentrer sur le cas du gage, qui est le cas le plus éloquent pour voir le cas de l'animal en matière de sûreté. Donc, pour ce qui est du gage, c'est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un gage? C'est la possibilité pour le créancier de faire vendre le bien gagé pour se faire payer sur le prix de vente ou de se faire payer en priorité en cas de vente amiable du bien. Il y a aussi une possibilité qui est beaucoup plus rare en pratique, qui va consister à se faire attribuer la propriété du bien, c'est-à-dire que le créancier gagiste va récupérer dans son patrimoine le bien gagé en cas de non-paiement. Ce gage, il peut être à la fois, il peut être avec ou sans dépossession. Il peut porter sur des biens fongibles ou non fongibles. Je reviendrai sur les définitions juste après de tous ces termes. Et le gage peut porter sur des biens présents ou futurs. Donc on peut imaginer sans difficulté, par exemple, que le gage peut porter sur, par exemple, un taureau, une vache et leurs éventuels petits. Pour ce qui est du gage sans dépossession,
C'est le constituant, donc le débiteur, qui doit conserver les biens gagés, donc dans notre cas, les animaux. C'est sur lui que pèse l'obligation, ce qu'on appelle l'obligation de conservation pendant toute la durée du gage. C'est-à-dire que pendant toute la durée du gage, pendant toute la durée de la sûreté, le débiteur s'engage à conserver ses biens en l'état, c'est-à-dire qu'il ne doit pas leur faire perdre de valeur, il ne doit pas les détruire. Donc, qu'est-ce que ça vaut si on applique ce principe à l'animal? Ça veut dire que il doit nourrir l'animal convenablement, il ne doit pas avoir de comportement qui entraînerait la mort de l'animal, etc. Pour ce qui est du gage avec dépossession, c'est l'inverse. C'est le créancier gagiste qui va conserver le bien jusqu'à complet paiement. La seule différence ici, c'est que les frais de conservation, ce qu'on appelle les frais de conservation, resteront malgré tout au constituant. C'est-à-dire que le créancier va prêter une somme d'argent à son débiteur. Le débiteur va apporter, par exemple, un cheptel de vaches en garantie, et s'il y a des possessions, la possession des vaches va être transférée au créancier. Dans ce cas-là, c'est le créancier qui récupère chez lui les animaux et qui va avoir l'obligation de les nourrir, qui en sera le gardien, mais tous les frais qui seront engendrés par cette conservation seront répercutés sur le débiteur. Donc, si l'objet gagé est un animal, le créancier doit en plus respecter toutes les obligations qui vont incomber au gardien d'un animal, et à défaut, pour avoir ses responsabilités civiles et pénales engagées. Donc, responsabilité civile, engagée pour défaut de conservation, et responsabilité pénale, par exemple, en cas de mauvais traitement. Donc, comme il devient le gardien des animaux, toutes les obligations qui pèsent sur lui vont peser sur le créancier gagiste en cas de gage avec dépossession. Mais la principale distinction pour l'animal, elle va se trouver en cas de gage avec dépossession et selon le caractère fongible ou non du bien gagé. Un bien fongible, c'est un bien qui est interchangeable avec des biens de même nature, par exemple des grains de café, des chaises qui seraient produites en série, c'est-à-dire que c'est un bien qui peut être remplacé par n'importe quel autre bien de même nature, de même valeur. Si le bien gagé est considéré comme non fongible, le créancier gagiste doit restituer le bien gagé et pas un autre. A l'inverse, si le bien gagé est fongible, le créancier doit d'abord, dans un premier temps, les tenir séparés des choses de même nature qui lui appartiennent, mais il peut se voir dispenser de cette obligation par le contrat de gage. Et dans ce cas, il va acquérir la propriété de l'objet du gage, charge à lui de restituer la même quantité de choses équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'animal? Ça veut dire que si on considère que l'animal est fongible et qu'il y a un gage avec des possessions, le créancier va récupérer les animaux chez lui et il n'aura absolument pas l'obligation de restituer les animaux qu'il a récupérés lors du dédouanement de l'opération. C'est-à-dire qu'il pourra restituer, par exemple, si il récupère 3 vaches charolaises, il peut rendre n'importe quelles autres 3 vaches charolaises, si on considère que les animaux sont fongibles. Donc forcément, en matière de protection et en matière surtout de considération de l'animal, ce caractère fongible va être déterminant dans le sens où un animal qui est considéré comme fongible, c'est impossible qu'on lui accorde une protection poussée ou une considération particulière dans le sens où on part du principe qu'il est remplaçable, qu'il est interchangeable avec n'importe quel autre animal. Là, il faut l'arrêter. Donc la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que l'animal peut être assimilé à un bien fongible? Pour ça, on peut déjà se pencher sur un article du Code civil, l'article 1894 du Code civil, qui nous indique qu'on ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux, alors c'est un prêt à usage. Donc, à la lecture de cet article, comme il dit que même si les animaux sont de même espèce, ils sont différents
il semblerait que les animaux ne puissent pas être considérés comme des biens fongibles. Pourtant, on a la Cour de cassation qui s'est prononcée sur la question indirectement au travers d'un arrêt Delgado du 9 décembre 2015, dont je vous mets les références dans le chat aussi. Donc, par cet arrêt du 9 décembre 2015, la Cour de cassation est venue nous indiquer qu'un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique ne peut être assimilé à un bien fongible, car c'est un être vivant, unique et irremplaçable. Si on fait une lecture à contrario du dispositif de cet arrêt, la Cour de cassation semble nous indiquer par contre qu'un animal qui serait doté d'une vocation économique est assimilé à un bien fongible. Donc si on veut reprendre un exemple concret, une application concrète de ce cas, si on prend l'exemple d'une personne qui détiendrait, comme je vous le disais, 10 vaches charolaises, qui va en donner 3 en gage avec des possessions, le créancier va récupérer les 3 vaches jusqu'à complet paiement de la dette. Il devra les nourrir et s'en occuper, sachant que tous les frais qui seront occasionnés lors de cette conservation seront à régler par le débiteur. Et il devra tenir les 3 vaches charolaises gagées séparées de ses propres vaches charolaises. Si par contrat il est dispensé de cette obligation, il aura simplement l'obligation de restituer 3 vaches charolaises, n'importe lesquelles, au constituant, donc au débiteur, des complets paiements. Pendant toute la durée du gage, il aura la libre disposition des vaches. Et vraiment, c'est assez important, je trouve, il n'aura absolument pas l'obligation de restituer les 3 vaches précises qu'il a récupérées et que le débiteur lui a, entre guillemets, transmis. Ça implique aussi autre chose, c'est que le débiteur ne pourra pas poursuivre le créancier gagiste si les vaches décèdent ou si le créancier décide de les abattre, tant que 3 vaches charolaises lui sont restituées. C'est-à-dire qu'on n'accorde vraiment aucune valeur, à part une valeur marchande, aux animaux dans ce cas-là. Donc je trouve que c'est un exemple assez éloquent du traitement de l'animal en matière de droit des affaires et surtout en l'absence de dispositions particulières qui pourraient lui être applicables. Il y a un autre exemple, un autre cas qui est aussi éloquent, ça va être celui du droit des entreprises en difficulté. Et on va donc passer à une deuxième sous-partie sur le sort de l'animal dans le cadre des procédures collectives. Donc, pour les procédures collectives, on va avoir une vision assez limitative dans notre exposé. Et on va se limiter à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Donc une procédure collective, c'est une mesure de traitement légal des difficultés des entreprises. Et ces 3 procédures sont ouvertes, entre autres, à toute personne exerçant une activité commerciale, à tout agriculteur ou à toute personne morale de droit privé. Donc pour ça, c'est l'article L260-2 du Code de commerce. Et dans ces cas-là, on va parler, pour désigner donc ces personnes-là, pour le désigner, on va parler de débiteurs ou d'entreprise. Pour ce qui est du redressement judiciaire ou de la sauvegarde, ils partagent le même objectif. Cet objectif, c'est de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La sauvegarde, elle est ouverte à toute entreprise qui va justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul sans être en état de cessation des paiements, alors que le redressement judiciaire va être ouvert à tout débiteur en état de cessation des paiements. Donc, pour être en état de cessation des paiements, il faut que l'entreprise ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si on s'intéresse cette fois-ci à la liquidation judiciaire, son objectif va être différent parce qu'elle est ouverte à toute personne en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Donc, la liquidation, elle va être destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Si on s'intéresse au régime des procédures collectives, la dernière grosse refonte de ce régime date de 2014. Donc, elle date d'avant le changement de statut de l'animal dans le Code civil et bien sûr, elle n'en tient absolument pas compte. Donc, on peut se poser la question de savoir ce qu'il advient de l'éleveur qui tomberait en procédure collective. Que se passe-t-il pour ces animaux, notamment d'ailleurs dans le cadre d'une liquidation judiciaire? Parce que, en vertu de l'article 524 du Code civil, les animaux font partie du patrimoine du débiteur qui est placé en procédure collective. Et en vertu de ce même article, les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont soumis au régime des immeubles par destination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'un animal est exploité pour pour l'exploitation d'un fonds commercial, donc dès lors qu'il est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, l'animal est soumis au régime des immeubles par destination. Or, le régime applicable aux biens immobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ça va être celui d'une vente aux enchères suivant la procédure de saisie immobilière, qui est une procédure très longue, très complexe et qui prend rarement moins de 2 ans. Mais c'est surtout une vente aux enchères publiques. Le prix récolté sera soumis au concours des créanciers, donc sera distribué entre tous les créanciers partis à la procédure, sauf à ce que les animaux ne soient l'objet d'un privilège particulier. Donc par exemple, si on reprend notre cas de tout à l'heure, s'il y a des animaux gagés, le créancier gagiste sera payé par priorité sur le prix de vente. Même chose si on s'intéresse au redressement judiciaire. Le redressement judiciaire peut connaître 3 issues. L'adoption d'un plan de redressement, l'adoption d'un plan de cession ou une conversion en liquidation judiciaire. S'il y a un plan de cession, les animaux peuvent être vendus au repreneur au même titre que le reste de l'activité. C'est-à-dire que les animaux peuvent être vendus comme des marchandises au repreneur. Ce qu'on peut voir, c'est que le législateur ne tire absolument pas compte du caractère sensible de l'animal dans le traitement de ce dernier en matière de procédure collective. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle particulière qui vienne s'appliquer à l'animal en matière de procédure collective et les animaux seront traités comme, entre guillemets, de vulgaires biens. Et on peut, par exemple, citer un cas qui s'est produit il y a quelques temps. Un éleveur canin était tombé en liquidation judiciaire et les chiens ont été vendus aux enchères. Et ce qui a le plus choqué, à juste titre, c'est que les chiens étaient vendus dans la catégorie matériel professionnel. Donc là, en termes de considération de l'animal, c'est pareil, ça se pose là. Et vraiment, l'animal est inexistant dans les règles de tout ce qui vient régir les procédures collectives. Pour autant, petite note positive, et on va faire une transition vers le grand 2 par là. La pratique peut contrebalancer ce point en adoptant des positions différentes de celles qui vont être prescrites par le législateur, donc par la loi. Et autre exemple, c'était le même cas, c'était liquidation judiciaire d'un éleveur canin encore, et le liquidateur judiciaire a cédé à titre gratuit 41 chiens à la Société protectrice des animaux. Donc voilà, il n'était pas obligé de le faire. D'ailleurs, je me demande si ça n'aurait pas pu être contesté par les créanciers. Mais en tout cas, voilà, en pratique, il est possible de contrebalancer cette absence de considération de l'animal par une position différente. Ce qu'on peut voir, c'est que ces exemples, récemment, ils se multiplient. La pratique et le juge vont parfois plus loin que le législateur, et ça va amener d'ailleurs à des modifications et à des perspectives surtout d'évolution du point de vue législatif ou réglementaire. Donc ça nous amène à notre grand 2, qui va porter sur l'animal exploité vu comme un être vivant doué de sensibilité. Donc, comme on vient de le voir, le droit des affaires tient rarement compte des spécificités de l'animal, mais pour autant,
de nombreuses règles viennent régir le traitement de l'animal dans telle ou telle forme d'exploitation. Par exemple, au travers d'une protection minimale accordée aux animaux d'élevage, aux dimensions minimales des cages pour les animaux dans les spectacles itinérants, etc. Et on va avoir de nombreuses propositions et projets de loi qui vont être déposés. Et en parallèle, la jurisprudence et la pratique sont parfois en avance par rapport aux législateurs et vont préciser le régime applicable à l'animal dans le silence de la loi. Donc on va commencer par une sous-partie sur la protection de l'animal exploité et les perspectives d'évolution législative ou réglementaire. Et ce qu'on va voir en s'intéressant à ce point-là, c'est que chaque animal exploité va bénéficier en principe de 2 niveaux de protection. Le premier niveau, il va correspondre à une protection d'ordre général accordée à tout animal approprié. Ça tient notamment à l'interdiction des mauvais traitements. Et le second niveau va correspondre à une protection plus précise qui va dépendre de l'activité. Pour ce qui est du niveau 1, on va avoir une obligation de bientraitance des animaux appropriés, donc des animaux exploités. Et cette obligation de bientraitance, elle a 2 sources. Une au niveau européen, notamment avec l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en droit interne, donc en droit français, avec l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime. À côté de cette obligation de bientraitance, on va avoir une interdiction des maltraitances qu'il faut entendre au sens large. Donc par maltraitance, au sens natinf, donc des infractions, ça va être l'abandon, l'acte de cruauté, les mauvais traitements, etc. Donc c'est vraiment maltraitance au sens large. Donc ce niveau 1, il est, comme je vous le disais, composé de l'obligation de bientraitance et de l'interdiction des maltraitances, là où le niveau 2, lui, va dépendre de chaque activité considérée, et il peut être très faible. Par exemple, on peut prendre comme exemple le cas du cirque, avec de simples dimensions minimales à respecter pour les cages qui sont très légères, qui seront décriées par beaucoup de vétérinaires. Donc ça peut être très faible, mais ça peut aussi être à l'inverse très élevé. Et pour un exemple de protection spécifique très élevé, on peut se pencher sur l'arrêté du 18 mars 2011 qui vient fixer les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Donc c'est pour tout ce qui est cirque principalement. Et donc cet arrêté, dans son article 34, il vient nous dire qu'en matière de dressage des animaux, il faut tenir compte de la volonté à agir de l'animal, qu'il ne faut pas le contraindre. Donc c'est vraiment une protection qui est très forte pour le coup, et c'est ce critère de volonté à agir qui est assez, qui interpelle, même si bien sûr cet article 34 nous dit qu'il faut également tenir compte par exemple du rang social de chaque individu dans le cas d'espèces vivant en groupe, donc par exemple pour ce qui est des lions, il faut, en plus de tenir compte de la volonté à agir de l'animal, il faut tenir compte de son rang social. Pourquoi est-ce que la volonté à agir, c'est un critère très protecteur? Si on compare en matière de droit du travail, par exemple, le pouvoir de direction de l'employeur, il va être très large sur ces points-là, parce que les missions de l'employé, du salarié, si elles ne sont pas contractualisées, elles peuvent être modifiées unilatéralement par l'employeur sans avoir à tenir compte d'une quelconque volonté à travailler du salarié ou d'une quelconque volonté à agir. Alors bien sûr, il faut nuancer ces propos en pratique, parce que même si en théorie, il faut tenir compte de la volonté à agir de l'animal, en pratique, c'est très compliqué de s'assurer que c'est respecté. Les contrôles sont très rares et surtout, c'est vraiment très difficile de contrôler. Pour ce qui est de l'arrêté, je vous remets les références dans le chat.
Pour un autre cas très spécifique de protection qui est assez poussé, on peut s'intéresser à l'interdiction de saisir un animal de compagnie. Donc, lorsqu'une personne ne paye pas son créancier, le Code des procédures civiles d'exécution va donner droit au créancier de réaliser ce qu'on appelle une saisie mobilière, s'il réunit bien sûr des conditions particulières. Il faut qu'il ait un titre exécutoire et d'autres conditions dans le détail desquelles je ne rentrerai pas. Cette saisie mobilière, elle peut porter sur tous les biens meubles appartenant au débiteur, et ça, même s'ils sont détenus par un tiers. Comme on l'a vu en vertu de l'article 515-14 du Code civil, l'animal reste soumis au régime des biens et il est assimilé à un bien meuble. Donc, techniquement, si on s'arrête là, il semblerait que le créancier puisse saisir l'animal de compagnie de son débiteur qui n'aurait pas réglé sa dette. Pour autant, on a des dispositions particulières qui sont prévues par le Code des procédures civiles d'exécution aux articles L112-2 et R112-2. Je vous remets bien sûr les articles dans le chat encore. Parce que ces articles viennent nous dire que les animaux d'appartement ou de garde et les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, sont insaisissables, sauf pour paiement de leur prix. Donc, un créancier ne peut pas saisir un animal de compagnie, sauf pour le cas très particulier où c'est lui qui les a vendus ou qui l'a prêté pour les acheter. En pratique, c'est assez rare d'avoir des prêts pour acheter des animaux. Donc, ça limite beaucoup le champ d'application de cette exception à l'insaisissabilité des animaux. Sachant que de toute façon, en pratique, la question de la saisie des animaux va surtout porter sur des animaux de grande valeur. Donc, ça va plutôt être des chevaux qui seront visés par ce genre de mesures. Mais ce qu'on appelle le risque d'image, donc le risque pour une entreprise d'avoir une mauvaise image et de perdre de la clientèle à cause de cette mauvaise image, va empêcher en général le créancier de venir saisir des animaux. Donc, pour ce qui est des exceptions à cette insaisissabilité, je vous renvoie aux articles R112-3 et L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Le premier vient nous expliquer que les animaux sont saisissables pour paiement des sommes dues à leur vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter. Donc, comme je vous le disais, c'est un cas qui est plutôt rare en pratique. Mais cas qui est un peu moins rare, ça va être celui qui est prévu par l'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qui vient nous préciser que les animaux sont saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement. C'est-à-dire que si vous avez un chien et que vous ne payez pas votre dette, le créancier, en principe, ne peut pas venir saisir votre chien pour le faire vendre et se faire payer sur le prix de vente. Mais si votre chien n'est pas chez vous, alors là, le créancier peut le saisir et le faire vendre aux enchères. Donc, solution très peu favorable, encore une fois, à l'animal. En parallèle, on voit donc un mouvement assez présent de renforcement de la protection des animaux. De plus en plus de personnes s'intéressent à ce genre de questions et on peut voir des perspectives d'évolution, notamment au travers par exemple du référendum d'initiative partagée, que certaines personnes surnomment le référendum pour les animaux. Et on peut voir que 5 des 6 mesures proposées dans le cadre de ce référendum d'initiative partagée touchent directement le droit animalier des affaires et l'animal exploité. Ces 5 mesures, elles tiennent à l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction des élevages à fourrure, la fin de l'élevage intensif, l'interdiction des spectacles avec animaux sauvages et la fin de l'expérimentation animale.
En parallèle, au niveau européen, on a une sorte d'équivalent de ce référendum d'initiative partagée qui est l'initiative citoyenne européenne. Et il y a une ICE qui a été mobilisée avec succès très récemment, en octobre 2020, pour interdire l'élevage d'animaux en cage sur le territoire de l'Union européenne. Donc c'est en cours sur ce point-là et on risque d'avoir normalement des mesures prochaines pour interdire l'élevage d'animaux en cage sur le territoire européen. En parallèle, on peut également citer une autre perspective d'évolution de notre droit qui tient aux propos de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui a présenté en septembre 2020 plusieurs mesures à paraître, comme la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans des delphinariums inadaptés, la fin des élevages de visons pour leur fourrure, et elle a également annoncé le soutien aux zoos qui améliorent les conditions de détention de leurs animaux. En parallèle, on voit une multiplication des textes qui sont déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat et qui portent sur les animaux. Exemple plutôt concret, ça va être la proposition de loi numéro 3791 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Encore une fois, je vous mets les références. Et donc, cette proposition de loi, elle a été étudiée devant l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021 et de nombreuses dispositions ont été adoptées en première lecture à cette date. Donc on peut citer par exemple, pour ce qui touche au droit animalier des affaires et à l'animal exploité, ça va être par exemple l'interdiction de la vente d'animaux aux mineurs de moins de 18 ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. Ça, on peut également citer l'interdiction des équidés dans les attractions de type carrousel vivant. Donc ça, c'est l'interdiction des manèges japonais. Et cette interdiction, elle vaut pour l'espace public et privé. Il faut bien sûr attendre maintenant la position du Sénat. Mais voilà, c'est plutôt une bonne chose que de voir la multiplication de tels textes protecteurs de l'animal être adoptés. Si seulement c'était les seuls textes qui étaient adoptés, les seuls textes réglementaires ou législatifs qui étaient adoptés sur l'animal, ce serait bien. Le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de textes qui sont adoptés en matière animale, mais qui sont pas du tout protecteurs de l'animal. On peut citer très rapidement des textes qui ont été adoptés pendant la période Covid et en raison de la période Covid. Notamment des décrets qui ont permis aux animaux d'attendre leur mise à mort beaucoup plus longtemps dans les abattoirs. Normalement, c'est réglementé pour éviter trop de souffrance, trop de stress pour les animaux, c'est-à-dire que à l'origine, si je vous dis ça de mémoire, mais à l'origine, pour les veaux, il fallait, c'était 48 heures maximum entre leur arrivée à l'abattoir et leur mise à mort, et en raison de la période Covid et de la crise sanitaire, ce délai a été porté à 72 heures. Donc malheureusement, on a également des textes en matière de droit animalier des affaires qui ne sont pas du tout protecteurs de l'animal. Mais au-delà de ces textes législatifs ou réglementaires, la jurisprudence et la pratique se saisissent également de questions relatives à l'animal en droit des affaires pour ajouter ou préciser certains points. Et donc, on va passer un grand B sur les évolutions de la jurisprudence et de la pratique. Et comme je vous le disais, on est actuellement à une époque où le bien-être animal devient un véritable sujet. Et si on veut reprendre une citation que monsieur le professeur Margueno aime beaucoup, il aimait commencer ses interventions dans le DU de droit animalier en nous expliquant qu'une idée passe nécessairement par 3 étapes. Le ridicule, la discussion, puis l'acceptation. Et il aimait nous dire que le droit animalier avait largement dépassé l'étape du ridicule et était sans conteste au moins à l'étape de la discussion. Si on s'intéresse donc à la pratique en
matière de droit animalier, on se rend compte que le bien-être animal est un véritable argument de vente. C'est un outil de concurrence entre les entreprises. On voit les labels se multiplier et certaines marques vont jouer sur ces points pour augmenter leur visibilité, augmenter leurs ventes et surtout concurrencer les autres entreprises sur les mêmes marchés. On peut citer un exemple tout récent également, qui est celui de l'entreprise donc Casino. Les hypermarchés Casino ont créé une étiquette d'information. Ce n'est pas un label, c'est vraiment une information précisant une note de A à E sur le bien-être animal. Pour ce qui est de la sanction, en cas de non-respect du bien-être animal pour les entreprises, comme je vous le disais tout à l'heure, la sanction, ça va être un risque d'image très fort. Et on voit que de nombreux scandales ont eu des répercussions très importantes sur certaines entreprises très importantes, comme par exemple Fleury Michon ou plus récemment Erta. Pour ce qui est du scandale Erta, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'avaient pas vu passer l'information, L214, l'association L214 a publié des vidéos tournées à l'intérieur d'un élevage approvisionnant la société Erta, et ça a conduit à la rupture des liens commerciaux entre Erta et cet élevage, et surtout ça a conduit au retrait de tous les produits Erta de grandes enseignes britanniques. Donc il y a des grandes enseignes de distribution britanniques, des hypermarchés, qui ont retiré de leurs rayons, suite à la publication de ces vidéos, qui ont retiré de leurs rayons tous les produits Erta. Donc le bien-être animal, maintenant, ça devient vraiment un argument de poids et qui va jouer fortement sur la concurrence. Ce qu'on peut voir, c'est que ça, c'est dû au fait que les consommateurs tiennent de plus en plus compte du bien-être animal pour orienter leur consommation. Et on peut voir, par exemple, que depuis la réglementation de l'étiquetage quant au mode d'élevage des poules pondeuses, le nombre de poules élevées en batterie a diminué drastiquement pour atteindre moins de 50% de nos jours. Alors 50%, c'était à 48% en 2019, donc c'est encore un pourcentage qui est conséquent. Mais si on compare avec par exemple les élevages intensifs de porcs, on en est à 94%. Donc finalement, 48%, c'est presque bien par rapport aux autres. En parallèle de la pratique, donc ça c'était vraiment du point de vue de la pratique, en parallèle, on peut constater que la jurisprudence, elle va également se saisir de ce genre de questions et elle va parfois écarter l'application de certaines dispositions dès lors que l'objet du litige était un animal. Si on reprend notre arrêt Delgado que j'ai cité tout à l'heure, donc du 9 décembre 2015, en l'espèce, il s'agissait d'une éleveuse professionnelle qui avait vendu un bichon frisé à un particulier. Après l'achat, il s'avère que le chien était affecté d'une cataracte héréditaire qui réduisait gravement sa vision. Et sur le terrain du droit de la vente, la propriétaire de l'animal a assigné la vendeuse pour défaut de conformité et a demandé la réparation de ce dommage sous forme d'un remboursement partiel du prix payé et de dommages d'intérêt. Donc, quand la propriétaire s'est rendue compte que son chien était affecté de cette cataracte héréditaire, elle a demandé en justice un remboursement partiel du prix de vente du chien. Sauf qu'il existe une disposition en droit de la consommation qui vient préciser que dans ces cas-là, si le professionnel vendeur est assigné en restitution d'une partie du prix, le vendeur peut choisir, si cette solution est plus avantageuse économiquement pour lui, peut choisir de ne pas rembourser une partie du prix, mais de remplacer le bien affecté du défaut de conformité. Donc là, si on appliquait strictement les textes, parce que bien sûr, c'est ce qui s'est passé en l'espèce, la professionnelle a proposé le remplacement de l'animal. Elle a dit, bon bah, moi je peux pas vous, enfin c'est pas avantageux économiquement pour moi de vous rembourser une partie du prix que vous avez payé pour le chien. Je vous propose de reprendre votre chien qui est affecté d'une cataracte et de vous en donner un autre. Là, si on appliquait strictement les textes, la Cour de cassation, elle aurait dû faire droit à la demande
de l'éleveuse et elle aurait dû ordonner le remplacement du chien. Solution qui est assez atroce. Et parce qu'il s'agissait d'un animal et non d'un meuble comme les autres, la Cour de cassation, elle a refusé le remplacement et elle a indiqué que le chien en cause était un être vivant unique et irremplaçable et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique. Donc là, on se rend compte que la Cour de cassation, elle a adopté une position très favorable à l'animal dans ce cas-là, parce que là où l'animal aurait dû être voilà, considéré comme n'importe quel objet et remplacé, vu que les textes ne précisaient rien sur le sort de l'animal, la Cour de cassation, elle est venue dire non, 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 on ne fait pas comme ça. On va écarter cette disposition en l'espèce parce que le chien est le chien en l'espèce est irremplaçable. Il est unique, irremplaçable et il est destiné à recevoir de l'affection de son maître. Donc, si on veut conclure tous ces points, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à l'image et à la concurrence, à la volonté des consommateurs, les choses évoluent en faveur de l'animal, notamment grâce à la pratique et à la jurisprudence, mais également grâce à des évolutions potentielles au niveau législatif ou réglementaire. Donc, on peut conclure tout ça sur une note positive. Et on peut également surtout conclure par une citation de Madame Lucille Boisseau-Sovinski qui expliquait dans sa thèse intitulée La désappropriation de l'animal, donc qui expliquait en 2008 que l'absolutisme du droit du propriétaire sur l'animal n'est plus que théorique et illusoire, car son droit de puissance se vide de sa substance à mesure que s'intensifie la protection de l'animal. Donc, Clara Léger-Roustan, je suis présidente de l'ADA, comme Christian vous l'a indiqué. Je suis avocate au barreau de Grasse avec une spécialité en droit animalier. Donc, merci à toutes les deux et ravie d'avoir fait votre connaissance par le biais de cette chère visio, mais qui est quand même un excellent moyen de communication et de savoir. Et vos interventions étaient vraiment particulièrement pertinentes, juridiquement très, très intéressantes, Camille, en droit des affaires. Et en effet, en lien direct avec le droit animalier, ça permet de comprendre certaines choses, puisque même en étant juriste, on ignore énormément, notamment pour ma part. Personnellement, j'ai beaucoup appris au titre des procédures collectives, puisque j'ignorais en effet toutes les dispositions en vigueur. Voilà, donc ravie d'avoir fait encore votre connaissance et puis à bientôt certainement sur de prochaines conférences et au plaisir de vous suivre par l'ADA. Bonne soirée à tous et à toutes.